Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action de Brookfield Infrastructure Corporation, qui est une filiale de Brookfield Asset Management, c'est gestionnaire d'actifs, et cette filiale est en charge de la gestion d'actifs d'infrastructures, donc des ports, des barrages, etc. Tout ce qui est infrastructure avec une visibilité, une forte visibilité et des free cash flow récurrents. Alors, le cours de l'action, on est sur un cours qui s'est crashé à 24 $ en 2023, et depuis ça a bien rebondi, ça a presque doublé, enfin ça a même doublé, puis c'est un peu en train de rechuter. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ce qui se passe en termes d'évolution du chiffre d'affaires. Pour ce genre d'acteur, c'est un peu compliqué de parler de chiffre d'affaires, parce qu'en fait il s'agit de l'acquisition d'actifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever de la dette pour aller acheter des actifs d'infrastructure ici. Donc la croissance ici est plutôt réalisée par acquisition. On va regarder les taux de marge de l'entreprise. Donc évidemment les taux de marge c'est un peu chamboulé parce que c'est de la finance et il n'y a pas de création de produits ou de services en particulier. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi on a un taux de marge brut. Donc il faut aller regarder dans les comptes de résultats qu'est-ce qu'ils mettent dans la marge brute comparé à la marge d'EBITDA. Pourquoi est-ce que la marge brute est plus basse que la marge d'EBITDA? Ça c'est rarement le cas. Donc là il faut aller dans le détail des comptes pour comprendre pourquoi c'est inversé. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la stabilité de ces marges. On voit que le taux de marge d'EBITDA, le taux de marge brut on peut le négliger, on voit que le taux de marge d'EBITDA est quand même très stable à 82%, donc ça c'est plutôt bon. Et on a par contre un taux de marge net qui est en perte sur 2024, donc ça c'est étrange. Est-ce que c'est une perte comptable? Donc on peut regarder très rapidement avec la marge de free cash flow. On est sur une marge de free cash flow qui est positive, donc là à mon avis c'est plutôt une perte comptable, peut-être une dépréciation sur un actif que l'entreprise détient. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la stabilité de la marge de free cash flow, et c'est pas vraiment le cas non plus. On est sur quelque chose qui est un peu fluctuant, puisque la médiane est à 21,4%, on est actuellement sur du 18%, mais on a atteint des sommets en début de période à 48%, donc c'est pas très stable non plus. Là-dessus, on n'est pas forcément sur une société très très qualitative. Peut-être que ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt le dividende et pas la valorisation du cours de l'action. Donc on va aller regarder ça plus tard. Maintenant, on se concentre sur la conversion de bénéfice net en free cash flow, mais je sais pas si ça a vraiment de sens de parler de free cash flow sur ce type d'entreprise. Et voilà, ce qui nous intéressera, ce sera plutôt les dividendes, qui est une partie des free cash flow évidemment. Donc on a les bénéfices nets qui sont plus bas que les free cash flow. La différence, d'où elle peut venir? Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont élevées par rapport aux dépréciations et amortissements? Oui. Donc là, ça joue normalement en défaveur des free cash flow. Mais est-ce qu'on a des other non-cash items? Oui, on a 12 milliards. Donc ça joue en faveur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. On a normalement on a une variation du BFR qui est positive pour l'entreprise. Elle est négative, mais du coup elle est positive pour les free cash flow de l'entreprise. Bon, ce qu'il va falloir faire comme travail, si vous vous intéressez vraiment à cette valeur, c'est aller prendre les tableaux de flux de trésorerie et aller voir section par section comment ça explique cette différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Vous avez quelques éléments de réponse ici. Ça, le capex par rapport aux dépréciations et amortissements, normalement ça impacte les free cash flow, mais on a aussi les dépenses non cash, donc ça améliore les free cash flow. On a une énumération du BFR qui améliore les free cash flow, donc faites les calculs dans votre coin pour voir si vous retrouvez bien ces free cash flow là. Et nous, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas d'endettement, mais je pense qu'il y en a, on va utiliser plutôt les free cash flow plus que les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. Allez, on continue avec la rentabilité de cette entreprise. On est sur... Alors, on va voir si on met du return on invested capital ou du return on equity, puisque comme c'est de l'asset management, il est à mon avis plus intéressant de regarder plutôt le return on equity, puisque on n'a pas une activité vraiment opérationnelle, mais on a plutôt une activité financière. Alors, comme on a fait des pertes, on a un return on equity qui est négatif, donc ça c'est pas ouf. Mais par contre, on est sur des moments où on a des phases, des return on equity qui sont supérieurs, qui sont à 100%, donc c'est énorme. Si on considère plutôt le return on invested capital, on est sur une médiane de 17%, et actuellement on est plutôt sur un creux de rentabilité à 11,5%. Bon. On a de quoi autofinancer la croissance, mais la croissance elle se fait par acquisition, donc on n'a pas forcément besoin de réinvestir les capitaux entièrement. En tout cas, on peut lever de la dette pour aller acheter des actifs. On continue l'analyse avec l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette qui monte en flèche sur ces dernières périodes, donc on a dû faire des grosses acquisitions. On est sur
plus de 4 fois l'EBITDA. Alors, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est pas élevé? Pour le secteur, je sais pas, je pense que c'est pas trop élevé, ça dépend, hein. Il faut comparer à d'autres acteurs qui font la même activité, mais je me dis que comme on achète de l'infrastructure, les infrastructures, c'est des contrats régulés, avec une forte visibilité, c'est des contrats multi-annuels, voire sur plusieurs décades. Donc, on a une visibilité quand même sur les free cash flow qu'on va obtenir par rapport à ces contrats. Et donc, on va pouvoir lever de la dette à des taux avantageux, puisque les banquiers ils vont être assurés par cette visibilité sur les flux de trésorerie qu'on va récupérer. Donc, moi, je pense que ce niveau de dette est quand même élevé, mais pas préoccupant pour ce genre d'acteurs, en fait, qui opèrent dans une industrie où on fait beaucoup appel à de la dette, mais sur des actifs qui ont une forte visibilité. Donc, prudence quand même sur l'évolution de cette dette-là, il faut pas qu'elle explose trop non plus, mais ça reste encore soutenable, à mon sens, à ce niveau-là. On continue l'analyse avec le rendement de l'actionnaire. On est sur des free cash flow de 650 millions de dollars. Apparemment, il n'y a pas de dividende qui est versé. Et ça, c'est intéressant parce que je m'attendais à ce que justement on verse du dividende, mais peut-être qu'on va devoir utiliser tous les free cash flow pour rembourser la dette. On est actuellement sur une dilution en plus sur les actions, donc ça c'est pas incroyable. Ce qui nous explique, ce qui nous donne tous ces facteurs, donc la hausse de la dette, l'absence de dividende et la dilution, ça nous donne un rendement d'actionnaire qui est négatif. Donc c'est pas incroyable en fait sur ce dossier, puisque en fait on n'a pas de, on va dire de quoi un peu diminuer le risque du dossier en touchant des dividendes qu'on peut allouer ailleurs ou investir dans l'entreprise. Et ça c'est problématique parce qu'on va être sur plutôt quelque chose qui vise à l'appréciation des actifs et à l'appréciation du cours de l'action, mais ça on n'en est pas sûr, surtout avec le niveau de dette actuel. Donc méfiance quand même, il n'y a pas de retour actionnaire et c'est plutôt, en plus il y a une dilution, donc c'est plutôt pas incroyable. La valorisation de l'entreprise, il y a énormément de dettes, donc on se met à valeur d'entreprise sur EBITDA, on est pile sur la médiane, enfin on est quasiment sur la médiane. Il n'y a pas de décote, en valeur absolue c'est pas très élevé, mais après on est sur un dossier qui est très endetté, donc je m'attends pas à ce qu'on paye très cher ce dossier-là, puisque en fait tout le cash qui est dégagé, il va pour l'instant au remboursement de la dette, donc il va aux créanciers avant les actionnaires. Conclusion du dossier Brookfield Infrastructure. Je pense que c'est pas le bon timing pour s'intéresser à ce dossier-là. Il y a trop de dettes. Il faudra peut-être, si vous êtes intéressé par ce genre d'actifs, regardez le désendettement, suivez les publications. Que dit le management par rapport à l'allocation du capital? Est-ce qu'il continue de diluer les actionnaires ou est-ce que justement il s'engage à stabiliser, voire acheter des actions et ensuite se mettre à verser un dividende? À vous de faire l'analyse de votre côté. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.